Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais promis, bonsoir à tous les Ebakachos, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le direct le plus extraordinaire. Je ne peux que dire bonsoir à vous du côté de Talanga et Mikalou, Congo. Je n'oublierai pas du côté de Bifwiti, je n'oublierai pas du côté de Pointe-Noire. Bonsoir à tous les habitants de Pointe-Noire, Bana Siafumo, Bana Chali, oh bonsoir à toi, oh Marcel Copacom, bonsoir à toi. Bon, alors là, déjà 25 personnes en direct, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous l'avais promis, le ministre Maleka. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Bob Ebaka, bonsoir Ebakacho. Merci de m'avoir accueilli chez vous à Nice, monsieur le ministre, c'est un plaisir pour moi. Monsieur le ministre, ma première question va être rapidement, je vais vous la poser parce que je suis passé devant un hôtel, c'était marqué Negresco. C'est quoi d'abord cet hôtel? C'est un hôtel qui est très connu à Nice, qui a eu sa splendeur et qui continue. D'ailleurs, il y a ici une école hôtelière qui s'appelle École hôtelière Paul Augier. Et M. Paul Augier, c'était lui qui gérait l'hôtel Negresco. Negresco. Pourquoi Negresco? Ça ressemble au nègre, hein? Oui, ça ressemble au nègre, je ne sais pas exactement, mais enfin, sur la promenade des Anglais, c'est un hôtel qui est très connu et connu mondialement. D'accord. Monsieur le ministre, revenons sur les événements actuels. Effectivement, tout est parti depuis les 4 avril. La dernière fois que je vous ai eu dans mon interview, nous étions en 2016. Monsieur le ministre, tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, après le 4 avril et les arrestations arbitraires, toute cette pagaille qui se passe au Congo, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre génération? Il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, monsieur le ministre, vous étiez quand même le premier ministre de finances de ce pays après la conférence nationale. Vous avez réussi quand même à payer les gens sans l'argent du pétrole. Mais monsieur le ministre, pourquoi aujourd'hui ce pays est en otage? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération qui vous suit, monsieur le ministre? D'abord, pour répondre sur la question que vous m'avez posée sur les prisonniers, c'est une honte de voir que dans notre pays, on emprisonne des personnes dont le seul tort aurait été de se présenter entre autres aux élections présidentielles. Je pense en l'occurrence au général Jean-Marie Michel Mokoko et M. Ondo Kobi-Salissa. Il y en a bien d'autres, comme M. Modeste Boukadia, qui est allé là-bas, dans son pays, et on l'amène en prison, M. Paulin Makaye, et beaucoup d'autres. C'est très très dommage. Je crois que si nous voulons vraiment nous entendre entre nous, l'un des préalables serait la libération de ces prisonniers, et surtout aussi, il ne faut pas oublier ce qui se passe dans le pôle. Il faudrait qu'il y ait l'arrêt des hostilités dans cette région comme dans toute autre région de notre pays. S'agissant de la jeunesse, je vais vous dire, il y a des statistiques que les gens oublient. Aujourd'hui, ceux qui ont moins de 15 ans représentent 45% de la population. 45%, monsieur le ministre? Ceux qui ont 30 ans, moins de 30 ans, 60% de la population. Ceux qui ont plus de 60 ans, 5% de la population. Donc vous voyez, dans notre pyramide des âges, nous avons une base très large, nous avons une population jeune, mais qui est également un danger parce qu'il y a 2 générations entières qu'on a sacrifiées. Donc aujourd'hui, ces générations qui sont là n'ont connu qu'un seul système. Un système qui depuis 40 ans est venu par le son et qui a détruit 2 générations. Mais aujourd'hui, ces générations n'ont assez. Elles veulent le changement, elles veulent la liberté, elles veulent la dignité. Ces générations veulent vivre mieux parce que grâce à Internet, grâce à cet échange que nous avons ensemble, de façon instantanée, le monde entier est là. Les choses ont changé. Nous ne sommes plus en 77 où on pouvait cacher les choses. Aujourd'hui, c'est différent. Et je crois que tout ce que nous devons faire, c'est surtout pour cette génération, pour qu'elle puisse se lever et croire en un avenir radieux. Mais monsieur le ministre, comment se lever du moment que nous sortons d'une conférence nationale? Nous avons vu, vous étiez un acteur de cette conférence nationale, on va revenir dessus. Ils se sont tous lavés, c'est mince, tous ces vieux avec des barbibèches blanches aujourd'hui qui sont en train de nous foutre toute une génération en l'air. Cette conférence nationale, monsieur le ministre, ce lavement de main, aujourd'hui,
la conférence nationale, avec tout ce que vous avez vécu, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette belle génération qui est la nôtre? Parce que la moitié à 50 ans aujourd'hui, jamais travaillé dans ce pays, et pourtant, depuis cette conférence de presse, on nous avait promis monde et merveille, monsieur le ministre. Je vais vous dire une chose que beaucoup de gens ont oubliée et n'y croient pas. Tous ceux qui étaient contre la conférence nationale, ce sont les gens qui ont pris le pouvoir. C'est seulement pour un rappel historique. À l'époque, ceux qui nous combattaient, c'était l'AND, c'était les pétroliers. Donc on peut dire que quand nous avons fait les élections de façon totalement transparente, ce sont eux qui sont arrivés au pouvoir. André Milongo, le Premier ministre, il s'est présenté, il a perdu aux élections. Il s'est retiré. Mais ceux qui ont gagné à partir du président Pascal Lissouba, M. Denis Sassou Nguesso et tout ce que j'ai cité, eux tous, à cette époque-là, étaient opposés au changement qui arrivait. Mais ça, c'est le passé. Tout à fait. Ça, c'est le passé. On peut se servir du passé pour prévoir l'avenir. L'avantage de la conférence nationale, c'est qu'il y avait des actes qui avaient été pris. Il y avait à peu près environ 289 actes. Et beaucoup sont encore d'actualité. Donc une bonne partie de ces actes, si nous pouvions les appliquer, faire en sorte que dans notre pays, comme nous le disions à l'époque, nous voulons un pays où on ne vole pas, où on ne tue pas, où on ne monte pas. Mais ça a été l'envers. Alors le lavement des mains qui s'est fait, mais on sait laver les mains, mais on ne sait pas laver les cœurs. Le plus important était de se laver les cœurs. Et tous les idéaux que nous voulions lors de cette conférence nationale ont été piétinés. Et peut-être, ça peut être une forme d'enorgueillissement, mais je voudrais dire que je pense dire que je représente et j'accepte être l'un des, comment on appelle ça, l'un des produits de cette période où nous sommes retrouvés en 1991. Monsieur le ministre, effectivement, je vous ai eu dans vos émissions, nous avons parlé de l'économie, pour ceux qui veulent pour vous resuivre le direct du ministre et moi, très chers compatriotes, si je puis me permettre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Monsieur le ministre, nous avons parlé des chiffres la dernière fois. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un pays qui est au bord de l'explosion. Nous nous retrouvons face à un pays qui est chaos politiquement. Monsieur le ministre, 4 avril, bombardement, le pôle. Nous avons eu la communauté internationale qui est rentrée. Effectivement, aujourd'hui, on nous parle de l'émergence 2025. Monsieur le ministre, quand vous entendez parler de l'émergence 2025, parce qu'on nous a parlé des chiffres, vous nous avez parlé de 43 milliards qui a été dépensés en 12 ans. Parlez-nous des chiffres, monsieur le ministre, parce que nous avons besoin, notre génération, qu'est-ce qui s'est passé puisque le pétrole est à 150 $ quand même, monsieur le ministre. 150 $ le pétrole. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays qui n'a ni d'eau, ni d'argent, rien, nous sommes obligés de redemander encore de l'argent aujourd'hui à ce peuple. Enfin, à la communauté internationale. Effectivement, c'est catastrophique. Justement, je vous disais la dernière fois qu'en 17 ans, le Congo avait engrangé plus de 60 000 milliards. 60 000 milliards. Voilà. De francs CFA. De francs CFA. Ok, écoutez, très chers compatriotes, bonsoir à vous tous. Allez-y, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une date dont je vais vous parler. Il faut savoir que dans notre pays qui est désarticulé, le secteur pétrolier représente 70% du produit intérieur brut, 90% des exportations et plus de 75% des recettes. Mais quand on prend même les recettes provenant des services, parce qu'ils ne sont pas inclus, on se rend compte que le pétrole a un poids prépondérant. Et ce qui nous a un peu aidé ces dernières années, surtout, je parlerai des périodes après les années 2000, puisque nous avons eu des évolutions de prix très intéressantes, de l'ordre de 70, 100 $ le baril. Et quand nous avons signé les accords de partage de production,
il y avait une technique, curieusement, qui nous avait beaucoup aidé. C'était ce qu'on appelait le seuil le plus haut, qui a permis à ce que la quote-part pour l'État arrive à une moyenne de ces périodes, justement, de 2000 à 2013 à 52% environ. Ce qui a permis à l'État d'engranger, et c'est pour ça que nous avions même un budget qui dépassait les 4 000 milliards. Et là, je ne parle pas des fuites, je ne parle pas de tout ce qui a été volé par-ci par-là. Alors maintenant, comment expliquer cette chute? La première raison, c'est vraiment, il faut savoir que en juin 2014, il y a eu des nouveaux accords qui ont été signés avec les opérateurs. Et en 1994, hein? De juin 2014, c'est pas loin. Et c'est depuis ce moment-là que tout s'est effondré. Non pas seulement en fonction de la baisse des prix, mais également en faisant passer par exemple ce seuil le plus haut à 90 $, ce qui fait qu'il y a eu un écroulement total et donc un manque à gagner, je peux dire, de 2014 à 2016 pour rien que sur ce poste de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, vous étiez ministre de l'économie juste après la conférence nationale. Effectivement, il n'y avait pas de pétrole. Vous avez réussi à payer en un an et demi, je ne sais pas, je pense que vous êtes resté 1 an et demi au gouvernement. Comment avez-vous fait payer les gens sans l'argent du pétrole et qu'aujourd'hui, avec autant d'argent, nous nous retrouvons dans cette merde? Effectivement, je vous dis que je vais vous donner les chiffres même de l'argent du pétrole à l'époque qu'on avait. On avait moins de 100 milliards de francs CFA. Moins de 100 milliards. Voilà, à cette période-là. Par rapport à la période actuelle où on est, ces dernières années, on était à près de 3 000 milliards. Donc, comment nous avions fait? Bon, c'est peut-être un peu technique, je vais revenir là-dessus. Nous avions voulu mobiliser le plus les ressources de l'État. Et nous avons eu la chance, en 1990, il y avait la guerre du Golfe. Donc pendant la guerre du Golfe, les prix de pétrole avaient augmenté. Ce qui fait que quand on a eu, par exemple, dans les bilans des sociétés pétrolières principalement, quand on a régularisé à peu près ces situations, donc il y avait un solde de liquidation qui était assez important. Et nous l'avons lissé sur une période donnée, ce qui fait que ça nous a permis d'avoir un peu plus. Nous avons essayé de mobiliser les recettes fiscales intérieures, les recettes douanières, et il faut reconnaître que c'était d'autant plus difficile que les dépenses de l'État étaient très très importantes, sachant que par exemple en matière des fonctionnaires, il y avait un recrutement anarchique. Pendant la conférence nationale, je me souviens parce que je m'occupais même de la trésorerie de l'État, nous sommes passés de 7 milliards et demi à 13 milliards et demi quand nous sommes arrivés aux affaires. Alors, il faut savoir également qu'à cette période, il n'y avait pas la dévaluation. Donc, il y avait une volonté de changement. Dans les administrations, les gens voulaient faire quelque chose de bon, mais nous avons senti quand même, à partir du mois d'avril 92, que maintenant il y aurait un retard cumulatif, parce que finalement les charges étaient beaucoup trop importantes. Et d'où, à partir de ce moment, il y a eu des retards qui se sont un peu accumulés. Monsieur le ministre, il y a un débat qui se passe en ce moment là dans la diaspora, non pas du franc CFA. Il faut sortir que le franc CFA qu'on sorte du franc. J'aimerais avoir votre avis en tant qu'économiste. Qu'on sorte du franc ou qu'on reste dans du franc? Je crois que dans ce débat, il faut savoir d'abord que le franc, la monnaie, c'est le reflet de l'économie. C'est donc un moyen d'échange immédiat et général dans une communauté de paiement. Mais avec le franc CFA, il faut d'abord se positionner par rapport à son système économique. Dans le franc CFA, on connaît à peu près qu'il y a les aspects de libre convertibilité, théorique, je peux dire. Il y a effectivement le compte d'opération, c'est souvent la critique
qu'on nous fait, parce qu'à partir de ce moment, on peut facilement obtenir des devises étrangères, et il y a surtout la parité. La parité fait que, pour nous, c'est une monnaie forte. Et comme on est dans un... Si les pays, par exemple, producteurs de biens de consommation courante dans le domaine agricole, avec une monnaie très forte, ils n'ont pas la possibilité de bien exporter. Par contre, pour un pays comme le nôtre, dont je vous ai dit, qui a 90% de recettes provenant du pétrole, 90% des exportations provenant du pétrole. Donc, avec un franc CFA, une parité, ça nous donne des possibilités plus importantes par rapport au dollar. Donc finalement, ça ne nous dérange pas en tant que tel. Malheureusement aussi pour nous, avec cette monnaie qui est forte, nous ne pouvons pas produire des biens de, comment dirais-je, des biens alimentaires. Et nous sommes souvent le plus obligés d'importer. Et une monnaie forte n'intéresse pas certains des pays qui viennent travailler dans notre pays qui ont, par exemple, des monnaies assez faibles. Je crois que la meilleure des choses pour le franc CFA, il faudrait d'abord faire un audit. Mais cet audit devrait être fait pays par pays. Tôt ou tard, je sais que nous allons nous en sortir. Dieu merci, au niveau, par exemple, de la sous-région, nous avons eu l'habitude de gérer une monnaie commune depuis longtemps. Moi, je me suis souvent posé la question suivante. Pourquoi le franc CFA d'Afrique centrale et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest ne sont pas... il n'y a pas une convertibilité totale. Alors, les techniciens de la Banque centrale m'avaient dit à cette époque-là, parce que je disais, mais pourquoi on n'arrive pas? Me dit non. Mais vous savez, aujourd'hui, le Nigeria, qui est un grand pays, qui a besoin de devises, rachète une bonne partie des francs CFA. Et surtout le nôtre qui est en Afrique de l'Ouest aussi. Et c'est pour ça que nous avions voulu limiter cela. Donc, pour résumer, je dirais que c'est d'abord un débat technique et politique. Et cela est lié à l'économie de chaque pays. Mais monsieur le ministre, nous avons l'Ouest qui a décidé de garder, dont je parle du président Macky Sall, je parle de Ouattara qui ont décidé de soutenir le franc CFA. La CEMAC aujourd'hui a décidé, alors ils sont en train de réfléchir, donc Déby et les autres, je citerai par leur nom parce que ça m'intéresse pas, c'est des dictateurs. Enfin même Déby. Quand vous voyez cette division du franc CFA, vous pensez pas que nous sommes face à un problème aujourd'hui qui va être sérieux, qui va exploser toute l'Afrique, monsieur le ministre? Non, je crois que non, c'est technique. Je crois que pour bien gérer une monnaie, il faut surtout une discipline. Autrement, si on se met seulement à ce qu'on dit créer la monnaie, faire fonctionner la planche à billets, comme on dit, on ne peut pas totalement juguler l'inflation. Donc il faut une véritable discipline. Et entre nos deux zones monétaires, bon, je crois que notre zone représente des pays quand même qui ont des ressources principalement pétrolières et qui leur donnent une attitude d'être moins, avant peut-être, d'être moins fragile au niveau de la conjoncture internationale, un peu avant, mais aujourd'hui beaucoup plus difficile, énormément plus difficile, parce qu'il y a eu l'effondrement des prix, et si bien que finalement, on risque dans le pays d'Afrique centrale, malheureusement, de pouvoir revenir à un programme d'ajustement structurel. Éventuellement, c'est pour ça que parfois on essaie de ne pas trop évoluer sur la dévaluation qu'on pourrait faire, mais du moins, il ne faut pas rêver. Demain, nous serons obligés de gérer notre monnaie. Ça, c'est normal. Donc vous nous rassurez que demain, l'Afrique pourra reprendre sa monnaie en main. C'est inévitable. Mais monsieur le ministre, ça dure depuis 50 ans que la France gère la monnaie de toute l'Afrique francophone. Oui, oui. Mais il y avait des côtés aussi positifs qui nous ont empêchés même d'être autrement. À un moment donné, le franc CFA nous a protégés aussi. Ce que les gens ne savent pas. À un moment donné, ça aurait pu être catastrophique. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut voir cette donnée en fonction de l'économie de chaque pays. Il y a des moments, parfois c'est positif, parfois c'est négatif.
Parce qu'il faut voir tout ça dans le cadre notamment des balances commerciales, des balances de paiement, et puis du potentiel économique de chaque pays. Monsieur le ministre, nous allons revenir effectivement, parce que effectivement, la dernière interview que j'ai eue avec vous, c'était effectivement, je vais me rappeler, parce que moi, les chiffres, je les ai toujours dans la tête, il y a 11 mois, je pense, hein, je pense qu'il n'y a pas un an. Monsieur le ministre, quand vous avez vu un tout petit peu le voyage de Sassou aux États-Unis, la pagaille qui s'est passée aux États-Unis, la diaspora américaine, effectivement, je suis convaincu que vous avez suivi l'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce que vous avez eu chez nous, les Ebakacho et les Ebakaïnes, on dit le Zouboulou Zabala, ce voyage? Bon, je dois dire que ce voyage... en plus, ma beauté les avions, hein. Et je dois quand même dire que ce voyage n'avait pas été bien préparé par ceux qui devaient le faire. Et je dois, devant vous, devant les auditeurs des Bakacho, féliciter la communauté congolaise des États-Unis. On ne l'a jamais dit assez, mais nous savons que si ce voyage n'était pas apprécié par ceux qui y sont allés, la communauté des Congolais de l'extérieur a joué un grand rôle pour que la rencontre qui devait se produire avec le président Trump ne puisse pas se faire. Monsieur Maleka, on dit que vous avez disparu de la diaspora depuis votre démission. Pourquoi on ne vous voit plus? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Maleka? Vous avez laissé le combat ou quoi? Parce que, vieux, au Bungani, on a sauté les gambouilles. D'abord, je suis content, mon très cher frère, n'a pas Nego Yekota la Bissau. Ah, on va appeler Linga parce que le poteau n'a pas Non, nous n'avons pas abandonné le combat. Ah, moi, nous sommes sur le poteau. Non, toujours continuer qu'à habituer. Toi, le poteau, ça, toi, la Nice, hein. Voilà, donc, le combat continue, nous, on n'abandonne pas, mais on travaille de façon différente. Quand je vous ai parlé des amis des États-Unis, je suivais attentivement tout ce qui se passait. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec tous ceux qui sont dans le pays, qui souffrent. Et nous sommes également en contact, nous sommes au courant de la belle rencontre qui a eu lieu à Brazzaville du secrétaire d'État du Vatican. Je crois qu'en allant à Brazzaville, il a touché du doigt les véritables problèmes du Congo. Et ça a été quelque chose d'important. Et je pense actuellement, j'ai beaucoup plus en mémoire les 40 ans que nous avons aujourd'hui, des 40 ans de souffrance que le Congo a eu avec les différents assassinats. Le président Marien Ngouabi, le président Alphonse Massamba-Deba, du cardinal Émile Bienda. J'allais en venir avec, effectivement... Ça fera 40 ans. Et je crois que c'est un moment important dans le pays. Puisse l'esprit de tous ces martyrs venir en aide à notre pays. Monsieur le ministre, il y a le secrétaire général du Vatican qui a été à Brazzaville. Je sais que vous êtes très religieux, il faut rappeler quand même que vous étiez un ancien séminariste, peut-être même séminariste, peut-être même séminariste jusqu'aujourd'hui. Normalement, votre destinée était droite. Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous voyons le cinéma qui s'est passé à Saint-Alpes, parce que pour moi, c'est du cinéma. Cinéma, pourquoi? Parce que nous avons quand même le secrétaire général du Vatican qui est à Brazzaville. Il arrive à Brazzaville, nous avons vu, je ne vais pas commenter ça parce que pour la Bamouloupembate, monsieur le ministre, on m'en dit chez nous en Lingala. Monsieur le ministre, tout ce qui s'est passé à Brazzaville, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'ancien séminariste, peut-être même séminariste, parce que je sais que vous êtes un homme de Dieu, au nom de Jésus, monsieur le ministre, c'est de la pagaille qui s'est passée à Brazzaville. Non, pour moi, d'abord, c'est vrai que j'ai été dans une famille chrétienne, ça je dois le dire, et que j'ai gardé cette culture, mais je pense que ce n'était pas une pagaille. Merci. Et je enfin, non, c'est-à-dire, pour comprendre ma kambango malamute. Il faut boyer ben, ponanini à Kekuna. D'abord, il a fallu, à travers le travail que nous avons fait ici d'abord, et auprès du Vatican. Ça, je sais. Sachez que j'étais témoin. Nous sommes allés avec des compatriotes à Rome pour plusieurs choses.
D'abord, il y a une date. Vous vous souvenez quand on avait fait un colloque ensemble, quand on avait dit qu'il y avait une date que les Congolais avaient oubliée. C'est l'accord en 1977, entre le Vatican et Marion Ngouabi. Et que cela également a entraîné l'irréparable que nous connaissons. Donc, le fait que le représentant du pape vienne à Brazzaville, à partir de ce moment, il fallait négocier ces accords qui sont notamment dans le domaine de l'université. Sachez que tout est prêt pour qu'on crée l'université catholique de Pointe-Noire. Vous savez également que, notamment, les églises, il y avait la nationalisation de l'enseignement en 1965. Cela aussi a été la conséquence d'une baisse du niveau de l'enseignement. Parce qu'à l'époque, ce que nous oublions, c'est que le Congo était dans l'Afrique tout entière, à ces époques-là, le premier pays le plus scolarisé de toute l'Afrique. Et on nous appelait même ici, comme les Béninois, les Congolais, étaient les quartiers latins de l'Afrique. Alors, je crois que la volonté de renouveler ces accords dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine même des médias et bien d'autres, c'est une bonne chose. Mais surtout, il y a un événement qui n'est pas passé inaperçu. On a relié ces 40 ans d'accord avec le 40e anniversaire de la mort du cardinal Émile Bienda. Ah oui, c'est vrai que ça fait 40 ans là. Voilà. Ah oui. Qui plus est, maintenant, l'on parle de la possibilité de la béatification du cardinal Émile Bienda. Waouh! Et c'est pour ça qu'il fallait que le représentant du pape aille là-bas, aille voir les Congolais, sentir lui-même ce qui se passe. Il a vu des choses. Quand on voyait son regard, il observait. Mais il en a discuté avec le pape. Et je suis persuadé que le plus beau cadeau qu'on puisse faire au peuple congolais serait d'arriver à cette béatification du pape, du cardinal Émile Bienda. Et à partir de là, passé dans 40 ans, c'est le sang qui a gouverné ce pays. Il est temps que maintenant, pour les générations qui viennent et qui vont se succéder, qu'on ne parle plus de sang, et qu'on ne parle plus de corruption, et qu'il y ait des valeurs qui arrivent, et qu'il y ait l'éthique. Parce que l'éthique, quand c'est dans l'esprit, dans le cœur, et que ça se matérialise par des actes, c'est un rempart contre toute forme de dictature et le levain d'un développement harmonieux. Monsieur le Président, je suis tellement ravi, il y a Jack Sokouya qui est en ligne, qui est en train de nous suivre. Jack Sokouya, vous connaissez, Monsieur le Président. Oui, quand vous écoutez Jack Sokouya qui est venu avec ses révélations, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce jeune homme, Jack Sokouya, en l'écoutant? Bonsoir à toi, je profite de l'occasion. Ah, petit Nara Jack Sokouya, l'esprit, la Msabala, Gwenz, idéologie, petit mal. Ministre Malera Minuto, le ministre, Jack Sokouya, qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai écouté attentivement sa révolte à travers l'instrumentalisation qu'on a voulu faire de cette jeunesse. Je parlais de cette jeunesse. Et je crois que maintenant, il se conscientise, lui et tant bien d'autres aussi, dans ce cas, ils disent non, on nous a amenés dans un mauvais chemin, maintenant congolaise. Ceux qu'on a utilisés, ceux qu'on a manipulés, puissent, comme lui, dire non, nous n'acceptons plus ça. Et nous sommes prêts à travailler avec tous les autres avec qui nous avons combattu pour que nous nous réunissions tous avec tous les jeunes du Congo, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, pour relever notre pays afin qu'il ait un renouveau. Monsieur le ministre, en tout cas, le plaisir est pour moi de vous recevoir sur les ondes les plus extraordinaires, comme j'ai l'habitude de dire dans Ebakacho. Monsieur le ministre, effectivement, nous sommes tellement nombreux qu'il y a tellement de questions. Je vais prendre la question, par exemple, simplement de
Rufin Tati. Rufin Tati qui dit cette église catholique qui fout le bordel au Congo avec la complicité de monsieur 8%, ça se voilà. Effectivement, c'est l'image que l'église catholique a donnée ces derniers 8 jours. Effectivement, quand on a vu l'église catholique avec les membres du gouvernement, parce que normalement l'église elle est neutre et puis la politique elle est neutre. Effectivement, on va revenir sur Kinshasa, on en reparlera. Mais monsieur le ministre, ces images qu'on nous montre aujourd'hui avec des gens ils sont 8%, nous sommes quand même 92%, monsieur le ministre. Quand on voit ces images, que dire à l'église aujourd'hui? Je comprends. Rufin Tati, merci pour ta question. Non, je crois que les gens qui ont vu les photos, je crois qu'ils n'ont pas bien suivi ce qui s'est passé lors de la célébration. Lors de la célébration, quand on finit la messe, là maintenant je vais vous parler, normalement quand on finit la messe, après, ceux qui ont concélébré passent à travers la nef. La nef, c'est l'espace qui est compris entre le portail et le chœur, si on peut ainsi dire. Et à Sainte-Anne, que je connais bien, ils prennent la contre-allée pour aller à la sacristie. Or, l'un des membres du protocole du Congo avait sollicité en plein micro que les concélébrants puissent prendre une photo sur le parvis de l'église. Et c'est ça qui s'est passé. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le temps de l'église n'est pas le temps des hommes. Et l'église a réussi beaucoup de choses dans le monde. Quand on sait ce qui s'est passé avec Cuba récemment, l'église catholique travaille par exemple par le canal de San Egidio. Quand on voit ce qui s'est passé en Algérie, quand on voit ce qui s'est passé au Mozambique. Donc, ce sont des éléments, l'église, quand elle travaille, il faut qu'ils aillent voir. Moi, je me suis félicité de cette arrivée, notamment du secrétaire d'État du Vatican, parce qu'il a pris la température. Nous, quand nous leur parlions, nous, quand nous allions à Rome, nous leur disons, voilà le Congo, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais maintenant, ils viennent, ils voient. Et je crois que c'est quelque chose qui va nous aider. Sachez par exemple ce qui s'est passé en face à Kinshasa. C'est le conseil œcuménique qui a fait en sorte qu'il puisse faire la médiation et que ça marche. Mais je dois peut-être vous faire une petite confidence qui n'en serait plus une. C'est que c'est ce qui devait se passer au Congo 6 mois avant. Si nous avions été corrects, nous avions été compréhensifs. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard. Il est bon que maintenant, pour que nous puissions nous retrouver, pour que finalement nous arrivions à préparer un Congo nouveau, pourquoi pas, via une transition, il faudrait que nous nous retrouvions. Pour que nous nous retrouvions, il faudrait que nous ayons des médiateurs qui relèvent certes des forces morales, mais certes également des forces politiques, et que, avant cela, qu'il y ait des préalables que j'ai cités tout à l'heure, la libération sine qua non, condition sine qua non de tous les prisonniers politiques au Congo, que dans le pool, qu'on n'entend plus parler d'une seule balle, et que tout le monde quitte le théâtre du pool, et à partir de là, qu'on ait justement ces médiateurs, et que nous nous retrouvions tous pour débattre, pour un dialogue inclusif qui fasse en sorte que nous relevions le pays. Les solutions existent, nous l'avons déjà prouvé en 1990-91, d'autres pays le font, en face ça se fait, et je crois que ceux qui sont au pouvoir en ce moment, ils ont failli. Ils ont failli, hein, ils ne peuvent plus représenter, ils ont amené une politique, il y avait de l'argent, il y avait tout, mais ils ont amené le sang, ils ont amené le vol, ils ont amené la violence, ils ont amené la corruption, et le Congo aujourd'hui ne vaut plus rien. Mais il faudrait que nous, les Congolais, les bonnes volontés des Congolais, nous nous retrouvions. Nous avons suffisamment d'intelligence, nous avons une diaspora qui est très intelligente, nous avons les femmes, parce que moi je crois beaucoup à la libération du Congo au travers des femmes,
et la diaspora. Ah, monsieur Maleka, vous avez anticipé ma question, monsieur le ministre, bravo. Monsieur le ministre, effectivement, nous préparons un grand rendez-vous le 25 avec toutes les femmes congolaises. Je profite de l'occasion, les femmes africaines, je ne parlerai pas de Congo, parce que le Congo, effectivement, quand on parle du Congo, c'est le Zougoulou Sagala, comme j'ai l'habitude de dire, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, le rendez-vous aujourd'hui, toutes les femmes congolaises se sont levées, et par le biais, je profite de l'occasion de rendre vraiment en hommage du côté, bien sûr, de Magali Mbaga Fouto, du côté de l'Angleterre, la nébuleuse du côté de Séoul. Je profite de l'occasion de faire un gros coucou, bien sûr, à toi, Flavie Louia, Stella Loutaya, je n'oublierai pas, Sylvie Bondawe, allez, et la Fortuna, je n'oublierai pas, bien sûr, du côté, bien sûr, Anne-Marie Mapingou, vous êtes tellement nombreuses, effectivement, gros coucou à vous, je vous fais un gros spectacle à partir de demain, parce que je suis du côté de Nice, et je pense que je n'oublierai pas. Et bien sûr, à toi aussi, Marie, monsieur le ministre. Les femmes congolaises, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez des femmes congolaises et surtout du rendez-vous du 25? Parce que Marie-Louise Abia nous prépare son bouquin, il y a Magali Mbanga Foutou qui vient avec une grande délégation, Armand Zonzolo qui part à Alain Koukamatingu, qui part bien sûr au Stella Loutaya, ben tout le monde est là, monsieur, et voilà, monsieur le ministre. Le rendez-vous du 25, qu'est-ce que vous en pensez? Cette idée, bien sûr, qui est arrivée, qui a été mise en place par ce réseau Ebakacho. Les Ebakaen, bonsoir à vous, hein, je comprenais que aujourd'hui il n'y a pas de musique, mais demain on va revenir sur la musique. Comprenez mon émotion, j'ai quand même le ministre Maleka qui est avec moi. Monsieur le ministre, ce rendez-vous du 25, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc je trouve que c'est une très très belle initiative. Et je pense que ce sont les femmes qui doivent prendre en main également ce pays. Ce sont les femmes qui préparent l'éducation des enfants. Donc, l'éducation d'un pays. Et je crois qu'aujourd'hui, la femme congolaise doit se relever. Et je remercie Ebakacho de pouvoir canaliser beaucoup plus son émission auprès de nos sœurs, auprès de nos filles, auprès de nos mères. Et je crois que ce sera un élan qui permettra à ce que tout le monde se lève, que les hommes se lèvent. Généralement, ce sont les hommes qui tiennent les fusils, qui tiennent les armes. Et je crois que maintenant, nous sommes à une période, il faut que l'amour prédomine. Et c'est généralement dans les femmes que l'amour ressort et que cet amour et ce rendez-vous de 25 septembre puisse être le moment... Octobre, 25 mars, voilà, j'ai pas oublié moi-même la date. Octobre, monsieur le ministre. Mars. Voilà, c'est mars. Le mois de la femme, le mois de... J'oublie pas que le 18 mars. Hein? Ah oui, il y a le 18 mars aussi, la mort du président Ouabi. Non, le 13 mars. Le 13 mars, le discours du 13 mars aux femmes de l'URFC. Mais voilà, j'ai pensé, voilà, le mois de mars, à mon abino. Le 13 mars, on voit bien Gambie. Et le 8 mars. Et le 8 mars, oui, mais le 13, on voit bien parler aux femmes. Voilà. Le 13, non, le 8 mars, c'est la fête des femmes. Le 13, on voit bien parler aux femmes et on l'a tué le 18. Voilà, c'était ça. Ngwabi s'est exprimé aux femmes et puis voilà, on l'a tué. Très cher compagnon, monsieur le ministre, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Nous sommes au moins 500 ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous suivent? D'abord, je les remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous remercie surtout d'être venus de si loin, de Paris, pour venir nous rencontrer, nous qui sommes ici à Nice, avec toute cette communauté congolaise de Nice, qui est vraiment magnifique, je dois vous le dire. Parce que la communauté congolaise de Nice est très très solidaire. Et je vois la grande différence, par exemple, avec Paris. Il n'y a rien à voir. Et donc, recevez de la part de toute ma famille, de mon épouse, de tous les enfants qui sont ici. Non, madame Maleka, laisse-moi gérer le problème de madame Maleka. Non. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, monsieur le maire de la musique tropicale sur les ondes de l'épée extraordinaire, madame Maleka, merci de m'avoir reçu chez vous à Reims, à Nice. Voilà, ça, de toutes les façons, les habitués des Bakacho, ils le savent. Quand je suis vraiment dans mon élément, monsieur le ministre, le plaisir est pour moi de m'avoir accompagné chez vous. Nous avons, je sais pas, plus de 500 personnes qui nous ont suivis ce soir, au moins d'une demi-heure. Je profite de l'occasion de remercier tous les Ebakoen, ça c'est Magali Mbanga Foutou, qui a sorti ce message. Monsieur le ministre, en tout cas, pour nous les croyants, je ne peux que dire merci et que le bon Dieu nous accompagne. Merci beaucoup, merci Bakacho et que votre émission dure très longtemps.
Merci, monsieur le ministre. Vive la République, comme j'ai l'habitude de dire. Je parle aussi aux musulmans, Inch'Allah, pour ceux qui y croient, que le bon Dieu nous accompagne. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir accueillis à Nice. Merci. Bonsoir à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Demain, je vous retrouve pour un show exceptionnellement OK Jazz. Nzamba Salana à Nice. D'abord, je ne parle plus de Nice, je vais habiter à Rive. Marc Mapingou. Bonsoir à toi, grand frère, je sais que tu es en direct. Le plaisir est pour moi. Armand Zonzolo, bonsoir à vous, j'arrive du côté. Bonsoir à toi, Chancel, bonsoir à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était le ministre Malika en direct des Bacachos. Nous retrouvons la musique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à partir de 21h. Bonsoir, 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 c'était le ministre Malika. Merci, bonsoir à vous.